Pourquoi en chaise? Parce que je me suis pris un arbre. Comment? Accident de voiture. On était sortis entre amis et au retour, le conducteur roulait trop vite, 100 à l'heure au lieu de 50. Et il n'a pas vu un virage à gauche. Et donc, en essayant de freiner, la voiture a dévié de la route et on s'est pris un arbre frontal droit. L'accident en soi, je m'en souviens pas, ni de l'arrivée aux urgences d'ailleurs. On m'a dit que j'étais consciente. D'une minute à l'autre, les poumons ont arrêté de travailler, donc il a fallu m'intuber. En fin de compte, ils m'ont fait une trachéotomie et j'ai été plongée dans le coma pendant 2 semaines. On m'a opéré plusieurs fois, 4 fois en tout, la 4e opération étant la pire. D'ailleurs, j'ai dû réfléchir si je voulais faire l'opération ou pas, parce que les chances de survie étaient 50-50. Mais j'avais plus envie de vivre que peur de mourir, donc je me suis décidée à faire l'opération, ce qui est bien, parce que sinon j'aurais été bloquée dans un lit. Et donc depuis, tétraplégique. Donc j'ai passé 3 mois à l'hôpital, d'abord en soins intensifs, ensuite normal. Pendant ces 3 mois, j'ai tout doucement repris conscience de ce qui se passait autour de moi et de mon état surtout. Et après ça, je suis allée à Luxembourgville au Rehab Center où je suis restée 1 an. Et pendant cette année, on a essayé de me retaper le mieux possible pour que ceux qui fonctionnaient encore, notamment mes bras, fonctionnent mieux et que je reprenne un tout petit peu de force. Et que j'apprenne à être assise correctement dans la chaise, à utiliser une fourchette ou un verre et ces trucs-là, quoi. Et après 1 an, donc en novembre 2013, je suis venue habiter ici dans un foyer. La vie ici au foyer, c'est complètement différent que la vie à l'extérieur, c'est clair. Et au début, c'est très difficile parce que on ne sait pas comment parler aux gens, on ne sait pas comment leur faire comprendre ce qu'on veut, on ne sait même pas si on peut dire ce qu'on pense sans se faire, entre parenthèses, réprimander, parce qu'au final, on ne peut pas vraiment faire grand-chose tout seul et on a besoin de l'aide des autres. Donc on a plutôt tendance à se mettre en arrière et à pas vraiment dire ce qu'on a besoin et reprendre courage en soi et réussir à dire je veux que ce soit fait comme ça, c'est vraiment pas facile et il m'a fallu quand même plusieurs mois avant d'avoir enfin de nouveau, oui, c'est un studio, je peux faire ce que je veux, je peux avoir la visite que je veux quand je veux, je peux sortir quand je veux, mais vu que j'ai besoin d'aide, il faut que je me lève à l'heure où eux ils peuvent et il faut que j'aille au lit à l'heure où eux ils peuvent. C'est pas facile, c'est pas toujours agréable, mais c'est quand même beaucoup mieux de passer sa vie à l'hôpital. Jusqu'ici, le chemin a été long, mais pas seulement point de vue récupération corporelle ou morale, mais aussi niveau assurance et juridique. Parce que déjà, point de vue juridique, la justice ici est trop coulante. Le conducteur qui a provoqué l'accident a, à mes yeux, pas eu une peine adéquate pour savoir qu'il a justement fait une erreur. 1 500 € d'amende à cause d'un arbre qui est cassé, 120 heures de travaux d'utilité publique juste pour montrer qu'il a compris, et 18 mois de retirer le permis, le tout avec sursis. Je trouve que ça ne suffit pas parce qu'il roulait quand même trop vite. Bien sûr, il n'avait pas vu, mais il roulait trop vite. Et je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il roule encore toujours trop vite, donc du coup, je ne trouve pas que ce soit correct. Niveau assurance, c'est encore pire, parce que au final, être handicapé, ça coûte cher. Et il faut énormément de choses pour lesquelles les caisses de maladie ou les caisses de pension, etc. ne payent pas. Des choses comme ça ne se trouve pas partout et ça coûte très cher. Et là, ça fait 5 ans maintenant que c'est passé la première fois au tribunal. Je n'ai toujours pas reçu les dommages et intérêts complets. Une première partie a été calculée, une deuxième partie, ça va durer je ne sais pas combien de temps. Et je me suis battue pendant presque 2 ans et demi pour avoir ne serait-ce qu'une petite avance de 50 000 € et dont j'avais grandement besoin parce que, comme je l'ai déjà dit, le matériel coûte cher, mais les habits aussi. La vie n'est pas gratuite pour personne et en tant qu'handicapé, c'est encore pire. Alors, les assurances devraient nous voir un peu moins comme des numéros et un peu plus comme des humains parce que on est des humains quand même. Alors, il faudrait peut-être nous traiter comme tels. Et c'est souvent le cas quand on est en chaise roulante. On est à l'extérieur, le monde nous regarde et voit une personne handicapée mentale. C'est une généralité. Une personne en chaise roulante est une personne handicapée mentale. Même si ce n'est pas toujours le cas, ou très souvent pas le cas d'ailleurs. Il y a 3 catégories dehors, il y a 3 styles de personnes différentes.
Il y a celles qui nous regardent sans nous voir, celles qui nous regardent et nous fixent, et enfin, celles qui nous regardent comme n'importe qui. Et ces dernières ils sont pas très nombreux au final. Être autonome quand on est en chaise roulante, c'est quelque chose qui est très très important, mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas facile du tout. Quand on va quelque part, que ce soit simplement faire les courses, ou chez le boulanger, le boucher, ou faire un tour, en concert, en cinéma, n'importe, il faut toujours être accompagné, ou alors il faut avoir le culot de demander de l'aide, parce que c'est pas toujours simple. En général, il y a toujours quelqu'un prêt à aider, c'est rare qu'on nous dise non, mais c'est quand même un pas à faire qui n'est pas si facile quand on avait l'habitude d'être toujours autonome et tout d'un coup avoir besoin d'aide. Voilà. Maintenant, niveau social, les amis, j'ai eu de la chance, je les ai tous gardés, j'en ai même encore eu en plus. Mais je pense que ça, c'est aussi une problématique qui vient de nous-mêmes. Les gens ont tendance à dire « Oh, c'est quand tu passes par quelque chose de grave qu'on voit qui sont les vrais amis. » C'est pas toujours vrai. Les vrais amis, ils restent. D'une manière ou d'une autre, ils vont rester. Et maintenant, après un accident comme ça, on a tendance à s'apitoyer sur son propre sort, à se laisser aller, à être très négatif. Et plus on est négatif, et plus on tape sur les nerfs des autres. Il faut quand même être honnête. Et maintenant, et je pense que c'est pour ça que la plupart des handicapés perdent leurs amis, parce qu'ils se laissent aller. Il faut s'aimer soi-même pour que les autres s'aiment, et il faut s'aider soi-même pour que les autres s'aident. Si je ne suis pas capable de m'accepter, comment est-ce que je peux demander à mon voisin de m'accepter? C'est pas possible. Donc c'est un travail à faire sur soi aussi, c'est très important. Mais mis à part ça, il ne faut pas s'isoler, il faut continuer de vivre, garder la tête haute. Et donc pour conclure, être handicapé, c'est pas ça qui est grave. Ce qu'il est, c'est être traité comme tel. Parce que, comme je l'ai dit, c'est pas ma chaise qui fait de moi une autre personne, je suis restée exactement la même. Les personnes qui me parlent, qui interagissent avec moi, c'est eux qui peuvent faire de moi une autre personne, parce que à force d'être victimisé ou d'être plaint, on a tendance à justement devenir une victime ou s'apitoyer, et ça c'est très mauvais. Traitez-moi comme vous traitez n'importe qui. Au final, on a exactement les mêmes besoins que n'importe qui, on a les mêmes envies que n'importe qui, envie d'aller manger, de s'amuser, d'aller au cinéma, de travailler, d'avoir une vie plus ou moins normale, quoi. Et on fait tout ce qu'on peut avec les moyens du bord.